Bonsoir, Allô Nomori. Donc là, je me suis dit que j'allais faire une émission en trio, direct live, avec Greg Tabibé de Je suis pas content TV, que j'aime bien, y a pas de problème, on s'entend bien, il est sympa. Donc je vais intervenir avec lui en direct, j'interviendrai, je dirai des mots de ça sur son live. Et il y a un monsieur, j'ai pas reconnu, enfin si sa voix j'ai reconnu, mais on va voir. D'accord? Donc, on parle, lui il s'explique, c'est comme Greg, je suis sur sa chaîne, salut Greg, merci de m'avoir invité. Voilà. On s'est dit ce soir que ce serait pas forcément une mauvaise idée de se faire une petite vidéo rigolote et pédagogique sur l'histoire de notre merveilleuse 5ème République, Ouais. tant qu'on y est encore. J'ai déjà fait pour les récents. Et de classer tout simplement l'ensemble des présidents de la 5ème République, donc de De Gaulle à j'ai écouté, j'ai pas fini l'Algérie. donc on va faire une petite tier list et on va recommence essayer depuis le début. d'expliquer en une petite heure à chaque fois qui ils étaient, quel groupe social ça représentait à cette époque-là, quelle partie de la population française avait pris le dessus sur une autre, ce que ça représentait sociologiquement chacune des élections de cette 5ème, jusqu'à Emmanuel Macron. Je reprends. La question de savoir si, j'ai pas écouté en fait. Comme on dit dans les milieux réactionnaires, c'était mieux avant. Bonsoir Pierre-Yves. Pierre-Yves Rougeon. Comment tu vas? Non, ça me revient. Ça te dit cette petite expérience? Avec plaisir. Égalité, réconciliation, contre-culture, voir, ça va. On va le mettre à la régie. On a 5 catégories. Ça on a la revient. catégorie donc, S. C'est vraiment, il faut le mettre dans les livres d'histoire. Ouais. S'il n'y est pas déjà. Il n'y a pas beaucoup. C'est vraiment héros de la nation. Catégorie Bonaparte. Ensuite, même si ça, je pense Bonaparte. Ensuite, on a le A. Saint-Louis. C'est un bon président. Voilà. S'en est mieux sorti à l'arrivée qu'au départ. Bonaparte. Ensuite, on a B, qui est président moyen. Ouais, Chirac. Il a fait pas bien. Bon, voilà. On va pas juger où il était malade, où il était vieux. Ensuite, C, mauvais président. Ouais, et D, Mitterrand. Traître à la patrie. Ah, traître à la patrie, il y en a. Fusillade. On va dire que fusillade sous plaisante. Si dans le cadre d'un sketch. Encore appliqué en France, il serait peut-être pas au JT de 20h en train de faire le malin. Je crois que c'est Sarkozy qui a enlevé vraiment normalement le terme traître à la nation. Il a dit non, on enlève. Donc on va y aller. Mais il est malin. Alors, du coup, on va commencer cette merveilleuse histoire de la 5ème République. Je parlerai en même temps vulgairement. Et je pense que sans grande surprise, tu vas nous l'envoyer en S. De Gaulle. Bien sûr, si tu veux, là, à un moment, je pense qu'une part parce que c'est tout à fait normal pour un peuple très, très rebelle que nous sommes, d'être parfois ingrat avec nos grands. Pierre-Yves Rougeon. N'oublie pas cette phrase historique qui est très vraie. Les sociétés, c'est normal. Je vais éteindre la lumière, ça sera plus sympa. Or, le problème, c'est ambiance tamisée. Voilà. Ah, c'est peut-être un peu trop là. Faudrait que j'allume, attends. J'ai pas une lumière. J'ai pas. Bon. Il se prédestine très tôt. Il écrit une pièce de théâtre il y a une douzaine d'années sur lequel il est un général. Un général selon la France, pièce de théâtre. Il se prédestine très tôt pour la littérature et les armes. Il est d'une famille extrêmement catholique et pieuse. Dreyfusarde. Dreyfusarde. Et très drôle. D'ailleurs, sa mère qui était monarchiste s'en désolera en disant mes 4 fils sont républicains. Ils font tous les 4 la guerre de 14. De Gaulle est capturé inconscient suite au combat. Il tentera 4 fois de s'évader. Je vais montrer mes collègues. Moi je reste en prison. C'est les journaux traduits de ces geôliers allemands qui disent du regard il nous défie, il tentera de s'évader, nous le savons, il le sait. Il ne nous lâche rien. Là où beaucoup d'autres prisonniers. Ça, c'est Pierre-Yves. On est quand même content vu la boucherie qui est 14. Ouais, si je reste en prison. Donc, il faut savoir qu'il est un patch, il est une coagulation intellectuelle sans équivalent. Après, je vais me refiler, ne vous inquiétez pas. Depuis il est bien, Pierre-Yves. Il y a un ouvrage, il y a 2 ou 3 ouvrages magiques. Présente bien. Le Régis Debray, le plus grand ouvrage sur De Gaulle, La Demain de Gaulle. Mais il y a un ouvrage qui s'appelle Alain Larcan, De Gaulle, La culture, l'esprit, la foi. De Gaulle est un homme qui écrit ses discours à l'aune de plus de 250 écrivains. J'ai jamais lu de livre sur De Gaulle. On les a, si tu veux. Jamais. C'est un lecteur, c'est un obsédé de version latine. C'est un homme qui connaît par cœur des choses qu'on n'a jamais élucidées. Par exemple, c'est un grand amoureux du socialisme utopique. Des Proudhon, ces trucs-là. On va trouver la participation. Et donc, il a l'épopée de la France libre, la traversée du désert. Il revient
Ça va, c'est Paris, c'est un bon film, ça. Il revient en 58 pour régler l'affaire algérienne. René Coty pressent Pierre Pflimlin pour prendre la tête Moi, du je vais le 24e refilmer. gouvernement de la Mais ça 4e va. République. Passe pour être favorable à un compromis avec le FLN. Je connais pas les copyrights, en fait. La réponse du général Salan, commandant en chef en Algérie, claque comme une gifle Ouais, au visage du l'Algérie, régime. ils auraient jamais dû y L'armée aller. française, d'une façon unanime, sentirait comme un outrage l'abandon de ce patrimoine national. Ah, super, patrimoine, l'Algérie. Ah, j'aime beaucoup l'Algérie, mais c'est bon, l'Algérie avec des Algériens. Encore quelques jours, et la 4e République sera à terre. Algérie, français. L'exécution par le FLN de 3 prisonniers français va précipiter les choses. Elle donne prétexte aux activistes d'Alger pour une manifestation de masse. Très délicat le FLN. Le 13 mai, la foule prend d'assaut les bâtiments. Non pas que je critique particulièrement. Hein. Celui du gouvernement général est occupé. Pourquoi il voulait être l'Algérie quoi. Moi je veux l'Algérie parce que je suis algérien. Tu vois, c'est un peu le côté instinctif. Paris remet à Salan. Mais sinon, tu rentres chez toi et tu... Voilà. Grotesque, il les avait déjà pris. Massu, à la tête d'un comité de salut public, annonce qu'il en appelle au général de Gaulle. La foule répond en chantant la Marseillaise et en criant « Vive de Gaulle ». Vive de Gaulle. À Paris, partisans et adversaires de l'Algérie française s'affrontent dans la rue. On est au bord de la guerre civile. Quel connard. Ouais, pas connard, mais tu vois. Moi je connais des pieds noirs, donc c'est pas ça le problème. Dans l'affolement, le gouvernement retire à Salan Après, les tu dis, pleins les pouvoirs Algériens, oui, mais bon, faut y aller, c'est quoi? le lendemain, au balcon Je du t'ai dit, gouvernement les général, Algériens, l'Algérie, on en veut. Mais tiens, pardon. La 4e République va mourir comme elle était née, sous la pression de l'armée. La pression de l'armée. Il ne reste plus à De Gaulle qu'à sortir de son silence stratégique. Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole et dans la métropole par rapport à l'Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. René Coty n'a pas d'alternative autre que faire appel à De Gaulle, qui se rend en majesté à l'Assemblée nationale recevoir les pleins pouvoirs. J'allais faire un pied noir pas content, donc on écoute. Ce qu'on pourrait appeler le lobby des résistants, c'est-à-dire ceux que le système parlementaire a gentiment écartés pendant la 4e République du monde politique de premier plan. Il y en avait beaucoup parmi les députés, mais du monde politique de premier plan, on retrouve les aises du parlementarisme à la française, c'est-à-dire la démocratie d'avocats et de beaux-parleurs, ce qui nous a beaucoup coûté. Et la 4e République tient par une administration de fer qui sont les hommes du CNR. Et heureusement d'ailleurs que ces hommes étaient là. Conseil national de la résistance. Je te rappelle que sous la 3e République, un gouvernement tombe toutes les 3 semaines. Sous la 4e, un gouvernement tombe tous les 1 mois et demi. Donc si tu veux, ça va nous coûter... Notamment lorsque un mec tombe du train d'ailleurs. Oui, entre autres. Ça va mais un président qui est tombé... Aujourd'hui, je vais vous raconter un récit pittoresque. L'un des moments les plus incongrus de toute l'histoire politique française, le jour où un président de la République est tombé d'un train en pyjama. Et après il dit ouais je suis le président de la République. Le mec en bas ouais moi je suis la reine d'Angleterre, je pense à ça. Comme elle est morte en plus. Macron. Oh là là. Oh elle est morte. Oh mais c'est mignon. C'est tellement sincère. En voyage officiel à Montbrison, une commune du centre de la France, où il doit inaugurer un monument. Monumento. Pas très en forme ce soir-là, Paul Deschanel s'enferme rapidement dans sa cabine. Après on veut penser au mec qui est mort quand on lui faisait une pipe. Quoi. Il avale ses cachets de somnifères comme à son habitude, il boit un peu d'eau et il s'allonge. Dans le wagon, il fait chaud. Paul Deschanel n'est pas à son aise. Et je vais limiter. Hein. Plusieurs fois, les heures défilent. Et il tourne comme ça. Il est maintenant 23h et la chaleur est étouffante. Oh, j'ai chaud, voilà. Il soupire, il se lève. Le président de la République ouvre la fenêtre pour respirer un grand bol d'air frais. Chaud. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Le train roule lentement. Le président,
un peu malade ce soir-là et sans doute Et étourdi Georges par les Robuch. cachets de somnifères qu'il a avalés, tombe à la renverse. Ah, il tombe à la renverse. Quel idiot. Enfin, il devait être, comme il dit, Jean-Saul drogué. Deschanel tombe dans un fossé peu profond. Ah, fossé Il ne profond. se fait pas mal, Ah, juste quelques Dieu merci. égratignures. Il se relève rapidement. Le président de la République est seul, en pleine campagne, tout juste là. vêtu d'un pyjama, et il regarde pyjama. son train s'éloigner Bah, dans la nuit. Ça va attendez-moi. nous coûter l'Indochine, ça va nous coûter l'Algérie, tout ça. Le général revient, le système se dit, on va faire comme toujours avec De Gaulle, hein, comme avait dit Michel Alliot-Marie, en résumant la situation. Rougeron et Un Greg autre Tabibian, héros de guerre, je rappelle. qui était le général Tauzin, vous savez, nous, on trouve Et un Arnaud. général bien Arnaud, patriote, oui, j'ai oublié de bien me comme vous, présenter. on leur fera Arnaud le Mouli. bâton merdeux, et une fois que le bâton sera plus merdeux, on viendra. Eh bien, Ouais, eh c'est bien, du c'est haut. exactement ce que le système prévoit, manque de peau. Il demande la réforme constitutionnelle qui fait naître la Ve République, et là, c'est caramba encore raté. Ouais. Cette fois-ci, Ah putain, on faut ne que je peut pas m'en on l'a fait en 46, surtout que De Gaulle, qui sorte. lui-même ne fera jamais une obsession anticommuniste. Mais il sait que la peur du bourgeois, c'est la peur du communisme. Donc Ouais, il leur c'est dit, commis. vous savez, rouge. et d'ailleurs c'est la phrase de Malraux qui est très Après, vraie, ça peut d'un se point de vue comprendre. Hein. populaire. Entre nous et les communistes, il n'y a rien. Ouais. Il faut savoir que le deuxième parti vrai que ouvrier, c'est le même c'est parti. le parti gaulien. Ouais, Bon, le vote ouvrier va monter entre 35 et pas le même 40% pour parti, De Gaulle mais à tu certaines veux dire. élections. Donc entre les gaullistes et les communistes, il n'y a rien. La bourgeoisie le sait, et donc De Gaulle lui fait peur, vu qu'il a compris Oui. que la bourgeoisie s'est abîmée dans la collaboration et qu'il faut lui foutre la trouille, Hum. et que le bourgeois marche à la trouille. Parce que malheureusement, beaucoup d'autres présidents vont comprendre. Monsieur Et l'Allemand, le petit camé vous qu'on a êtes aujourd'hui ici le chez comprend très bien. nous. Oui, voilà. Regarde-le là, avec son nez là. Il est pas drogué, mais. Ça, je l'ai vu, ça. C'est moi qui rajoute. Oh putain, elle est bonne, celle-là. Elle était bonne, hein. Oh, la salope. Oh putain, je parle pas de Marine Le Pen. Hein. Oh putain. Elle envoie. Hein. Ouf. Et je suis. Oui, il y a elle est pas sous, je pense. Hein. Plutôt genre. Ouais. Parce que justement, il y a un truc. Alors, ouais, on va essayer de cadrer comme On va essayer de cadrer sur le bilan, parce que si tu veux, c'est difficile de cadrer un homme de ces dimensions. Mais si tu veux faire vite, il y a 3 révolutions gaulliennes. 2 réussies, une qui a donné lieu, et ça, je vais m'abriter très gentiment derrière les historiens socialistes, Samuel Thomé, ces gens comme ça. Ah oui, moi aussi. Puisque beaucoup des historiens je me de filme ça sont des historiens socialistes je change. gauche. Donc pas partiaux. En tout cas pas gaullistes. Pas gauche. En tout cas pas gaullistes. Tu as la première révolution, c'est le CNR. Or, contrairement à quelque chose qu'on entend, Conseil national de la résistance. J'ai fait une contrairement à licence quelque d'histoire, chose qu'on monsieur. entend beaucoup, le général de Gaulle a pesé de tout son poids Ouais. pour des mesures qui aujourd'hui sont visées. C'est chaud, Je te rappelle de de Denis Kessler, le maoïste, il n'est pas maoïste, il est foucaldien, qui est devenu Foucaldien. l'âme du MEDEF, ça sert d'être passé par l'extrême gauche, et qui dit nous allons détricoter le CNR. Or, on a tendance à croire que les communistes ont tout fait dans le CNR, ils en ont fait beaucoup, mais le général de Gaulle a pesé tout son poids sur beaucoup de choses, sur le vote des femmes, un des grands bienfaiteurs de la condition des femmes au XXe siècle, que ce soit en autonomie financière, etc., la pilule, la loi Norite, etc. La pilule, bon. Pas très Ça va être pratique. partout, dans toutes les. Mais moi, non, limite. On craignait sur la. Parce que je trouve que la pilule, ça a cassé le bon vieux accident, quoi. Truc, oh, ben, je suis enceinte. Mais, oh, je vais rester avec toi, ma chérie. Oh, tu vois, le côté. La pilule donne le cancer. La pilule donne le cancer. C'est vrai que la pilule, apparemment, Dans tous ces compartiments-là, donne des saloperies. Et encore, ben, à l'époque, la pilule, ça allait. Mais maintenant, De l'acharnement de cet homme et d'une poignée de militants est né en 1967. Ou regarde dans la autorisant vidéo. en France la contraception. Ils 1967. votaient la loi sur la Autant dire contraception. hier. Mais qui se souvient aujourd'hui de Lucien Neuwirth et de cette La bataille pilule idéologique et Neuwirth. politique qui a duré plus de 15 ans? Qui se rappelle qu'il y a un demi-siècle se jouait dans la France de De Gaulle une révolution qui a marqué à jamais les femmes, les familles et la société tout La entière? société. Le premier des grands bouleversements sociaux. C'est le bon vieux accident. C'est-à-dire, oh, je suis tombée enceinte. Et deuxièmement, c'est lui. Oh, bon, on va se marier, ma chérie. Ça, c'est Puis le après, le premier gamin a point très grandi, positif, et voilà. Et... Parce Oh, que De mon Gaulle, petit Daniel, ça pense, va? il ne faut pas oublier qu'il est l'un des premiers lecteurs Puis du rapport Beveridge, donc le rapport sur l'État-providence britannique,
De Gaulle pense que le bien-être social est un des faits majeurs de la défense nationale. Ah. C'est pour ça, d'ailleurs. Tu vois, ça explique la part du CNR. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la révolution de 58. Le film est un peu compliqué. C'est bien fait aux éditions du Cerf dessus, ça s'appelle la révolution de 58, qui fait le bilan. De qui? Que les gens le retrouvent? Alors, c'est de Christophe Boutin et Christophe Réveillard. Ah je crois, c'est un ouvrage collectif. Or, ce qu'il faut bien comprendre, le général de Gaulle veut remettre au centre de notre appareil constitutionnel la notion de légitimité. Et donc, les dents du Parlement, parce que le Parlement, ça c'est assez terrible, mais nous avons en France 2 catégories qui sont des catégories de droit divin, c'est les journalistes de droit divin et les parlementaires de droit divin. Les parlementaires de droit divin, encore c'est les juges de droit divin, les journalistes de droit divin, les journalistes de droit divin. Jean-Michel Apathy. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. T'imagines? Moi, je te raserai, quand t'es déjà chaud. Mais... Vous pouvez être tranquille, vous resterez journaliste. Ça serait ma mesure numéro 1, pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la Moi, je suis jamais allé. T'es vraiment fils de pute, va te faire enculer la putain de ta mère, va. Voilà. Si tu veux, ce qui est bonne conclusion. C'est un rapport. Malheureux. Alors, le problème, c'est que, tu sais, à l'époque, c'était la guerre froide, alors tu disais un truc sur un journaliste, alors on veut toucher la liberté, tu vois, tu vois, si la liberté c'est Patrick Cohen, c'est qu'elle a pris un sacré coup dans le terrain quand même. Pour moi, il n'y a pas de liste noire, il n'y a pas d'invité. Je refuse d'inviter j'aime par beaucoup. principe, je ne l'aime pas. Lui, c'est un vrai. Je sais plus son nom, mais il l'a dit, mais... Inviter les gens en fonction de mes sympathies ou de mes antipathies. Ah là, lui, c'est un vrai. Et lui, il a un putain. Regarde-le, là. Il s'appelle déjà. Quand on anime une émission de débat, Il s'appelle quelque chose Cohen, je crois. par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, Oh. de ne pas donner la parole à des cerveaux malades. Elle est très célèbre, cette vidéo. Or, le problème, c'est que l'égalité et réconciliation. La révolution de 58 devait apporter la stabilité et la responsabilité sur les épaules de l'élite française. Parce que la 4ème République, c'est une démocratie d'avocats qui renonce à ses responsabilités pour pouvoir Patrick faire Cohen. un jeu parlementaire sur la haute administration. Ça me revient. Okay, et qui en plus, il faut quand même voir par exemple que attention, là je vois les deux du fond, non. Qui sont les écrits des ambassadeurs américains qui disent tous ces gens qui je vais faire un autre Cohen, j'ai oublié son nom. C'est le mec d'égalité et réconciliation. Je crois qu'il s'appelait machin Cohen. De l'ambassade américaine pour se faire mousser. Et, voilà. et les Américains finissent par s'en plaindre. C'est dans leur canot C'est un peu le manuel attention, il arrive vraiment. Vous voulez me faire censurer, collabore avec l'extrême droite, alors, tout faire. Alors, ça, on va revenir sur lui, mais si tu veux, il n'a pas cette aisance qu'a Manolo avec les reptiles de ne pas avoir, si tu veux, de colonne vertébrale fixe. Oui. Ce qui lui permet quand même d'être à l'aise pour ramper en toutes circonstances. En toutes circonstances. Il rampe. Mitterrand est plus fixe. Alors, Mitterrand est plus fixe. Mitterrand a une espèce de raideur particulièrement vieillissant qui s'y est mal, alors que Manolo, il y a une forme d'art, tu vois, qui n'est égalée que par Robert Ménard. C'est le côté Robert. Oui, voilà, c'est le côté Maracas, tu vois. C'est le côté Maracas. C'est le côté Maracas. Tu vois, donc, et tu as la recherche éperdue de Gaulle, c'est l'indépendance nationale. Et il remet au centre mais moi, j'ai pas écouté, attention. La dynamique de l'être. Pour voir si je pouvais mettre pause. On existe parce qu'on veut. C'est un 2h14. Point. Et on s'en donne les moyens. Ça se voit en termes énergétiques, ça se voit en termes technologiques. Je suis un peu fatigué, si je fatigue trop, je comprends. Bah non, ils l'ont foutu au shot, ils l'ont donné aux Américains, la France gaulienne. Si tu veux, la France avait dans les années 60 la première industrie informatique au monde. Et le nucléaire, la machin. Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, Pompidou. On va attendre parce que sur Giscard il y a beaucoup à dire. C'est quand même le Macron avant Macron. Ouais, c'est ça, c'est Macron avant Macron. Donc, c'est Macron, moi j'avais mis une théorie dans un Je suis pas content, j'avais dit ils l'ont mis dans une espèce de cuve Bacta, ils ont régénéré Giscard, ils en ont cloné un autre. Ça expliquerait la moumoute. Ça expliquerait la moumoute. C'est la théorie pour Macron, je te le dis. Tu vois, et tu as la dernière révolution gaulienne, celle qui a, et là pour le coup je renverrai aux œuvres d'Arnaud Tessier, qui a fait un travail assez pionnier là-dessus. Et d'ailleurs, que j'utilise beaucoup, vu que c'est ma période. C'est ma période également. C'est la révolution de la participation. Je m'explique dans les grandes lignes, c'est quoi la participation ? C'est de faire passer 15 à 20% du capital national
c'est-à-dire de la propriété des moyens de production, de la haute ou la moyenne bourgeoisie à la petite bourgeoisie et la classe populaire. En réalité, De Gaulle veut terminer le cycle de 45. Pour lui, la bourgeoisie française, qui est la bourgeoisie de la Révolution française, s'est abîmée dans les années 20 par son pacifisme, André Breton. Ah oui, c'est ça le pacifisme, puis la collaboration chaînée. Ouais. La collaboration s'est abîmée dans la collaboration. De Gaulle sait très bien quelles classes sociales ont résisté, et en réalité, il veut leur donner les clés économiques du pays avant de partir. Et alors, la gauche va s'y opposer parce qu'il ne pouvait pas laisser faire la plus grande loi sociale du XXe siècle français, donc elle s'y est opposée, alors qu'il s'agissait de transfert de capitaux, mais surtout de transfert de pouvoir. C'est-à-dire que on passait salarié dur de l'associé. Parce que De Gaulle a des écrits très prophétiques, si tu veux, c'est Tessier d'ailleurs qui les a ressortis de l'oubli, où il voit arriver une espèce de grande dissolution sociale, et en réalité, bien sûr, le mot n'existe pas. Mais en réalité, ce qu'il voit arriver, c'est le néolibéralisme. Voilà. Il le voit arriver dans les années 62, 63, 64, 65. Il voit arriver, venant d'Amérique, un grand vent. En réalité, il voit arriver la financiarisation, il voit arriver notre monde, en fait. Et c'est pour ça qu'il aura cette phrase « J'ai tenté de dresser la France contre la fin d'un monde ». Et le problème, c'est que, comme disait Régis Debray, qui lui n'est pas allé se faire mousser à Cuba, il est allé en Bolivie, là où ça aurait pu mal se passer, où ça s'est très mal passé, on a les guerrieros qu'on peut, on lui a mis dans la gueule mai 68 qui n'est pas une révolution, qui est comme Régis Debray, qui est quand même un des hommes les plus courageux que l'extrême gauche ait jamais porté, puisque lui il est allé faire la guerre avec le Che, tu vois, il n'est pas allé faire mémuse à Miami comme messieurs Cohn-Bendit et consorts. Non, BHL il a fait un tag. Ah ben oui, pareil, il fait des tags sur des planches de bois. Il fait des tags. Alors je pense en plus qu'il l'a ramené parce que ça va valoir cher dans quelques années et il n'y a pas de petit profit. Donc, et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, comme disait Régis Debray, en réalité, mai 68, la contre-révolution réussit. Parce que si tu veux, on lui met une partie, si tu veux, de la petite occupe encore aujourd'hui dans la gueule. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent plus d'Amérique, ils demandent plus de capitalisme du désir, et à la fin, ils vont terminer dans quoi ? Pour la plupart, ils vont terminer ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire Europe Écologie Les Verts par messieurs Cohn-Bendit, etc., c'est le spécialiste aux questions scolaires, monsieur Kessler, enfin toute cette équipe. Une petite fille m'ouvre la braguette, et qui vont aller colonier, et que j'ai une érection. Ça, je fais une imitation particulièrement réussie, si vous trouvez, mettez-le dans le commentaire. Cette gauche traître qui arrose ses crimes de béni et qui ensuite écraser ses remords dans l'alcool. Et tu vois, je méprise les hommes qui ne peuvent pas être des monstres ou des épaves autrement qu'à moitié. Tu vois. Or, donc voilà pour De Gaulle. Aussi, il nous évite quand même la bagatelle de deux guerres civiles, celle de 44. Alors, et là on peut tout à fait le critiquer, moi je pense. Mais à la 24e minute, on je suis d'accord avec les conclusions. Il y a Croix-Rise, il n'y a pas eu d'épuration en France. Oui, c'est ça. D'ailleurs, faut un peu en avance. Après les Belges, et j'estime qu'en politique, quand on passe après les Belges, c'est qu'on a raté quelque chose. En politique, j'ai dit. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'épuration en France, parce que on parlait tout à l'heure, les communistes voulaient buter 40 000 bourgeois et De Gaulle a négocié à 10 000. Pour les cocos, on est plus près de 200 000. On est plus près de 200 000. Et il nous a épargné ça, et il nous a épargné. Oui, ils ont fait des enfants qui aujourd'hui sont là. C'est le problème. Non, mais on n'est pas du tout en train de réhabiliter quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut critiquer De Gaulle sur. Non, mais si tu veux. Le problème, si tu veux, c'est est-ce qu'on peut critiquer un homme pour avoir refusé de tuer des gens, non ? De tuer des gens. Tu vois, c'est un fait humaniste, etc. Par contre, à titre politique, j'aimerais bien y être. Je le connais, attention. En France, et d'ailleurs, les juristes de la France font en sorte qu'elle n'ait pas lieu. C'est pour ça qu'ils ont recréé l'ancienne sanction révolutionnaire d'indignité nationale. Indignité nationale, putain, Macron, quoi. Et le pire, c'est que toute une partie de la droite radicale pleurniche encore en PLS, alors que finalement, on les a laissés vivre, et je suis pas sûr que ce soit... Enfin bon. Mais ça a été enlevé par Sarkozy, me semble. Et il nous
nous a épargné la guerre civile de 62, c'est-à-dire qu'il a réussi à mettre fin à l'empire colonial. Malheureusement, il n'a pas pu mettre fin au lobby colonial parce que celui-ci nous est revenu dans la gueule. Et si vous voulez voir ce qu'est le lobby colonial, je vous laisse revoir la scène du film Le Président avec Gabin. On va regarder. Où il appelle chaque député Après, non pas son grade de parlementaire, j'ai peur de... mais par la possession qu'il a en Cochinchine, en Algérie, au Sénégal. Et en réalité, vous avez ce qu'était le lobby colonial français. Il fait des imitations. De Gaulle C'est genre Michel Leb. Épargne la guerre civile. Alors, certains pleurent sur le sort des pieds noirs qui n'a pas été enviable, c'est tout à fait vrai. Sur le sort d'une part de la part réelle de ce qu'on appelle les harkis, ce qui est tout à fait vrai. Le problème, c'est que ces gens-là ne sont pas victimes de Gaulle, ils sont victimes avant tout d'un lobby colonial. Là, vous avez un livre qui est un livre d'un historien d'extrême gauche, même très anti-français, mais dans lequel il y a des sources et il y a des faits, qui s'appelle Nostalgérie, où on voit que Bugeaud, tu m'entends bien, l'homme qui a conquis l'Algérie, jusqu'à Jules Ferry et jusqu'à Catroux, etc., tous les officiels français ont été défiés par le lobby colonial, ont regretté qu'on soit allé en Algérie. Bugeaud d'ailleurs s'est c'est vraiment une connerie. Jules Ferry, qu'on dit être le chantre de la colonisation, est horrifié parce qu'il va en Algérie. Ça, c'est son rapport au Sénat. Et en réalité, c'est vraiment de la merde, ils arrivent même à déboulonner Catroux. Je sais pas si tu vois qui est Catroux dans l'après-guerre. Catroux, c'est le général le plus gradé de la France libre. C'est un dieu vivant. Catroux. Le lobby colonial, il est nommé à Alger en 46, je crois, 46-47. Et bien le lobby colonial le fait sauter. Pour te dire à quel point la guerre civile est proche, et De Gaulle arrive à éviter ça. Alors certes, il n'y est pas allé par le dos de la cuillère, parce que c'est un homme qui frappe du sabre et pas du scalpel. Et dernier point, il a mis la France dans le cœur de tout le monde non aligné, ce qui n'est pas tout à fait rien, en reconnaissant la Chine, etc., et en donnant à l'Occident une vision c'est vrai qu'on était super populaire, que l'Occident aurait peut-être pu, sur laquelle l'Occident aurait pu réfléchir, et où il n'a toujours pas réfléchi, vu qu'on est resté dans le mental colonial et dans le mental impérialiste, alors qu'aujourd'hui, on fait l'impérialisme de l'homme soja. Donc crois-moi, ça ira pas bien loin. Non, c'est vrai. Voilà. Donc maintenant, ça on va, passer ils vont pas à ton face au fameux bouffeur de soja qui sont en train en Afrique de nous remettre à notre place. On se voit manger un couscous. Lui, l'Arménien, je connais pas les plats arméniens. Je me rappelle bien de vieux western qui ouvre la porte du saloon avec les pieds, ne se plaint pas de se la prendre. Bon, voilà. Donc voilà. On peut passer au président Pompidou, ce qui va aller beaucoup plus vite. C'est là, c'est intéressant. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est qu'on essaye à chaque fois, comme on disait en intro, de voir, voilà, là on a vu la société française est actuellement au pouvoir. Et au fur et à mesure, de président en président, quels sont les corps, bien sûr, des socialistes, aux bourgeois, aux SOSDEM, etc., qui prennent, bien sûr. Alors comment ça prend fin De Gaulle, donc notre c'est très simple, le général est un obsédé de la question de la légitimité, donc il remet sa légitimité en jeu par référendum. Tout le temps, il fait des référendums. Plus de référendums sous les seules années gaulliennes que par rapport à toutes les années qui ont suivi. Ouais, c'est ça en fait. On rappelle quand même. C'est clair. Parce que pour lui, la légitimité, c'est... Mais Macron, il a fait le grand débat citoyen. Le grand débat citoyen. Un modèle d'ouverture. Ils font pareil que moi. D'ailleurs, quand tu vois son regard, il a le regard de plus en plus ouvert. Oui. C'est les vitamines de l'ouverture. Oh putain, ça arrache. Je suis lucide. Il y a des hommes qui sont shootés à l'ouverture. Shooté à l'ouverture. Mais c'est l'ouverture. Vous n'êtes pas obligé de causer le petit onglet référence à des substances illicites quand je vais vouloir monétiser cette vidéo, puisque ce sont bien évidemment. Vous le voyez. Bien évidemment. Légal. Et du sport. Et une grosse hygiène de vie. Une grosse hygiène Brigitte, j'ai vu, elle le tient par la main, elle court sur la plage et tout. J'ai vu. Attends, t'as vu son wouzou, il est champion de boxe. C'est qu'il a. Putain, s'il pouvait y avoir. Tu sais, le gros black là qui. Du pole dance aussi. Qui carteron. Tu sais qu'il boum. Tu sais qu'il arrive, fait. Boum comme ça. C'est un gros coup de pied dans les dents. Bon, après, il se fait super arrière du corps. Il est entretenu, enfin, peu importe, c'est un débat. Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos élites qui qualifient De Gaulle de père fondateur de l'Union européenne actuelle? Parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup. Si tu veux, là, tu vois, alors je sais d'où ça vient. Ça vient d'un think tank pour vieux. Alors là, si tu veux, si nous avons un ami pangolin qui nous écoute, j'ai une adresse pour toi. Et ça s'appelle la Maison de l'Europe. Pas un pléonasme. Vite, allez-y avant que ça ferme. Un think tank pour vieux. Il suffit je crois que c'est pléonasme, je répète le terme. Lourde, et bientôt un pan. Et en réalité, ils avaient dit, bon, il faut réécrire l'histoire de l'Europe, parce que malheureusement, à cause de l'historiographie américaine, et à cause de tous les historiens qui ont travaillé dans les pas d'hommes courageux, je pense à je pense à Christophe, un très grand monsieur de l'histoire de l'Union européenne, qui est un souverainiste de choc, un mec très discret, qui ne rend jamais assez hommage. Eux, ils ont commencé cette guerre idéologique il y a 20 ans, et aujourd'hui,
bien grâce au Antonin Cohen, etc. C'est-à-dire des gens qui sont de purs scientifiques, qui ne sont pas des souverainistes. Malheureusement, on voit que tout dans l'histoire de l'Union européenne est faux. Je vais te donner un exemple. À côté de Jean Monnet, tu as un homme qui s'appelle Robert Marjolin, le Trotsky de la construction européenne, qui a été effacé des mémoires, effacé des manuels, effacé des photos. On s'enseignera sur qui est Robert Marjolin. Qui est Robert Marjolin? Robert Marjolin, c'est un grand intellectuel, il est proche de Queneau, proche de Kojève. Il est l'un des premiers patrons de la Commission européenne, tu m'entends, hein? Et en 75-76, il fait un grand colloque où il dit si l'Europe doit aller plus loin, elle se fera contre la liberté des peuples. Les peuples en veulent pas. On l'a dit en France. Moi, je suis un libéral. Lui, il appartient à ce qu'on appelle le libéralisme classique. C'est le libéralisme triste, à la Raymond Aron, etc. Toute cette école qui est complètement disparue, dont quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Charles Gave, est certainement le dernier tenant. Il dit, et si ça se fait contre les peuples, eh ben, ça sera sans moi. Et donc, on va lui dire, toi, maintenant, t'as raccroché, on t'efface, terminé, à tel point que quand tu es au Parlement européen, moi j'y ai été 5 ans, tout est faux dedans, hein. Tu vois, c'est du faux latin, pater europaeis, ce qui veut rien dire. Ce qui veut rien dire. Tu as des marbre en réalité. Hein, si tu veux, t'appuies, clac, t'as le nez qui part. C'est le Disney en fait. T'as du faux bronze et chaque salle porte. Tu vois, t'as des faux députés, tout est faux. C'est génial. Si tu veux, chaque salle porte le nom d'un eurocrate célèbre, donc si tu veux, tu as une espèce de chasse au trésor chez les enculés, et tu n'as même pas une impasse pour aller aux chiottes qui porte le nom de Robert Marjolin. Voilà. Et lui, il a été effacé, et si tu veux l'histoire là-dessus, l'ouvrage La Grande Dissimulation sur l'idée européenne, qui a été publié aux courageuses éditions Toucan l'Artilleur, que mon équipe a fait traduire, qui est préfacé par Jacques Sapir, et le pire, c'est que le mec a écrit ça. C'est ce qu'il est? Non. Il était le gardien des archives du Parlement européen parce que cette bande d'abrutis a donné ce poste clé à un Anglais. Tu vois, fallait être. Donc, le fait traduire parce que si tu veux, là tu vois, et c'est fait à partir des archives de l'Union sur l'Union, mais je peux t'assurer que c'est pas baisant. Donc, le problème, si tu veux, c'est que tout est faux là-dedans. Tout est faux. Or, aujourd'hui, l'historiographie fait que. Bon, il faut vite qu'on réécrive l'histoire parce que en plus Jean Monnet, tout ça, ça commence à poquer du derche. Et le problème, c'est qu'en plus, les vrais pères de l'Europe, ils existent. Je peux te les citer. Dina Chesson, George Ball. Le problème, c'est qu'il y a mis à part Monnet, qui est un gallo-ricain, comme dit Régis Debray. Et bien tout le reste, ce sont tous des Américains. Et tous les autres, c'est des figurants. Avec tous des CV frelatés. Alors le pire est ton Schumann. Robert, c'est incroyable ceci. Si tu veux, hein, d'ailleurs que l'Église catholique veut canoniser, bah oui, canoniser Bobby, c'est pas important de canoniser. Je sais plus qui d'autre il voulait canoniser. Attends, je reviens un peu en arrière. C'est incroyable, si tu veux, hein, d'ailleurs que l'Église catholique veut canoniser, bah oui, canonisons Bobby, c'est pas important de canoniser. Ah, mais tiens, il est canonique. Canoniser Robert Schumann? On va canoniser Bobby, mais oui. Non. Mais oui, d'ailleurs, le problème, c'est qu'il faut des miracles. Bah oui, arriver à faire tenir son CV relève du miracle. Parce que tout est faux. Bidon. Or, et le problème, si tu veux, c'est que, en plus, toutes les sources historiographiques sont disponibles. Or, le problème, c'est qu'il fallait réécrire l'histoire, et donc on a essayé de mettre De Gaulle là-dessus. Mais De Gaulle, c'est l'homme de la chaise vide. Alors on peut me dire, il n'a pas détruit le marché commun. Le problème, c'est les Français ne le voulaient pas, déjà d'une. Mais deux, à l'époque, le marché commun, nous le dominions. Oui. On aurait dû attaquer l'Allemagne. Tout casser. Le problème, c'est que De Gaulle essaye de faire une Europe autonome pendant 2 ans. C'est-à-dire que toutes les erreurs qu'on fait sur l'Europe puissance, qui est un véritable appôt à connard, lui, il essaye, avec la légitimité historique qu'il a, enfin, c'est pas n'importe qui, merde. Et au bout de 2 ans, il se rend compte que ça n'aura jamais lieu parce qu'il avait confiance. Et ça aussi, c'est une critique qu'on peut avoir avec le général, c'est qu'il a cru qu'en tendant une main fraternelle à l'Allemagne fera autre chose que nous cracher dedans. Et bien malheureusement, Carambar encore raté. Or, le problème, c'est que ça a duré 2 ans. Ensuite, tu as les grands discours, le discours de Phnom Penh, le discours de Mexico, et là, De Gaulle parle au monde. Mais en réalité, la France est faite pour parler au monde. La petite péninsule européenne qui de toute façon sera un souvenir historique dans 30 ans, si tu veux, des pires soit on s'en extrait symboliquement. Les meilleurs, il n'y en a pas beaucoup. Soit les pires présidents de la République. Je pense que les gaullistes ont été les premiers à le comprendre. Avec Pierre-Yves Rougeron. Ça c'est, voilà ma réponse,
Tout ça est de la réécriture historique de bas étage, fait par des scribouillards de la commission qui, de toute façon, essayent de sauver une idée pour laquelle, mis à part le bataillon Azov, plus personne ne mourra en Europe. Il y a une question pareille sur De Gaulle. Critique de Jean M qui te dit il n'y a pas eu d'épuration en France et la condamnation de Charles Maurras alors. Alors attends, la condamnation de Charles Maurras, je rappelle que c'est le général qui demande que le procès de Maurras n'ait pas lieu à Paris parce qu'il s'en serait pas sorti vivant et qu'il ait lieu à Lyon, qui est quand même une ville. Voilà, Lyon, surtout à l'époque. Hein. Les gens ne se rendent pas compte parce que pour eux, Lyon, c'est plein d'Algériens. C'est pas dans le quartier de chez Usul. Hein. On m'a dit que Usul vivait ici, c'est vrai? Oui. C'est un mec de Lyon? Oui. Il habite où? Ah ouais. À mon quoi? Et encore, à l'époque. Aujourd'hui, bon, il y a un phénomène de métropolisation, dégénérescence. C'est les bobos, c'est les arabes. Les activités culturelles. Et le problème, c'est que à l'époque, je rappelle que au début, le Parti communiste voulait la peau de Maurras. Voulait sa peau. Okay. Or, si tu veux, le problème, c'est qu'il n'était pas innocentable. D'ailleurs, la plupart des vrais maurassiens le reconnaissent aujourd'hui. Il était malheureusement pas innocentable. Pourquoi? Parce que, en réalité, comme Maurras, c'est la vieillesse au naufrage. Parce que si on l'avait écouté, ça c'est vrai, il a pris le danger germaniste à sa juste valeur et le danger hitlérien à sa juste valeur. Et c'est vrai que ça a été une part d'injustice. Mais De Gaulle, rien, il a tenté de sauver les dégâts. On arrive à Pompidou. Alors, on arrive à Pompidou. C'est la revanche de la droite conservatrice. J'aime bien le nom. La Chambre. J'imite par les élections législatives qui suivent mai 68, ce qu'on va appeler la Chambre bleue d'Auvergne. Et en réalité, c'est la bourgeoisie conservatrice. Rien ne se gagne que dans l'effort, rien ne vaut d'être gagné que dans la fraternité. Quel que soit le résultat des élections, et vraiment votre question est complètement inutile, et je regrette aussi de vous le dire, car la réponse va de soi, et je l'ai d'ailleurs donnée. Au lendemain des élections, quelles que soient ces élections, je serai amené à former un gouvernement. L'Auvergnat n'a jamais désespéré. Et d'ailleurs, il suffit de lire Astérix pour s'en rendre compte. Si j'ai désigné M. Jacques Chaban-Delmas, c'est parce que j'avais pour lui estime, confiance et amitié. Les bases de notre contrat ont résisté à l'usage, et même à la lecture de la presse. Voilà ma réponse, cela va de soi. Il y a 25 ans exactement, je m'en souviens, dans l'hiver glacé de la Libération, j'accompagnais le général de Gaulle. Et je n'ai pas l'impression d'avoir été un saint, ni un héros. Il a dit quoi? J'accompagnais le général de Gaulle. Je n'ai pas l'impression d'avoir été un saint, ni un héros. Et que même, j'ai perçu chez 2 ou 3 ce vilain frémissement des narines qui sentent venir les boules puantes et qui se régale à l'idée de renifler des odeurs d'égout. Comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimées. C'est de l'éluard. Merci, mesdames et messieurs. Pompidou, je vais le mettre en bon président. Alors, tu le mets en A? Pourquoi? Parce que Pompidou. Pompidou, le nom est marrant. Il fait la même imitation. Mais tu as deux trucs reprochés qui ont été faits sous son mandat. C'est grave que t'as Bibi. C'est le début du processus qui va nous amener à la limitation de la liberté d'expression par la loi Pleven. Ouais, mais oui, c'est ça pour moi, Pompidou. Qui venait punir pénalement. Il a fait plein de trucs comme ça, et puis il a commencé. C'est lui qui a commencé la Banque européenne, genre. L'ethnie et la nationalité. Maintenant, on est à plus de 25 critères qui sont interdits. Notamment alors, je te dis bonjour, à quoi salopard, la non-maîtrise de la langue française, par exemple, le sexe, le lieu de domicile, plein de choses qui viennent nous brider dans nos libertés de choix au jour le jour. À l'origine, c'est quand même le désir d'égalité qui a justifié cette loi. On voulait interdire, par exemple, une discrimination fondée sur la religion, puisqu'on est une république laïque.
On voulait interdire une discrimination fondée sur la race, puisque la République laïque nous dit que la race n'existe pas. Et ensuite, on a multiplié ces critères. On a commencé petit à petit à en rajouter. Et un des derniers qui a été rajouté, par exemple, c'est la non-maîtrise de la langue française. Donc on n'a plus le droit, théoriquement, de réserver un bien ou un service à une personne qui parle français. Ça pose un problème d'application de la loi. Comment le juge pourra juger une intention, donc quelque chose d'intangible, qui n'est pas matériel, donc on ne peut pas le prouver. Donc ça, c'est une preuve diabolique qui est apportée. On ne va pas savoir, le juge ne va pas pouvoir savoir vraiment si vous avez voulu ou non discriminer, puisque vous allez avoir choisi ou non une personne selon un critère. Le juge moderne ne pouvait pas aller sonder le cœur et les reins. Ça, c'était réservé aux chasseurs de sorcières ou alors à l'inquisiteur. À l'époque, il jugeait du péché. Et c'est vrai que cette loi Pleven réintroduit le péché dans notre droit laïque, puisqu'on va désormais vouloir que vous agissiez selon la doxa dominante, c'est-à-dire cette doxa antidiscriminatoire, et c'est ce que le juge va chercher à savoir, est-ce que votre intention a été pure ou non pure. On va criminaliser, alors que sous De Gaulle, la liberté d'expression est totale, à l'exception des insultes et menaces contre le chef de l'État. Pas faire de blasphème. Qu'il a pu durement sanctionner, il est vrai. Oui, qu'il a pu durement sanctionner. Il n'est pas du matin, quand il arrive, comment ça, une bite dans le cul, dans les Arabes. Non, si tu veux, c'est même pas ça. Et si tu veux, en plus, si tu veux, c'est quelqu'un qui a énormément, suffit de lire d'ailleurs, c'est très d'humour, c'est un mec qui a énormément d'humour. Le problème, c'est que De Gaulle est un obsédé des deux corps du roi. C'est-à-dire que c'est un homme qui doit veiller sur sa stature historique parce qu'elle incarne la France, et qu'on s'en prenne à l'homme privé, Charles, ne le dérange absolument pas parce qu'il a ce côté très chrétien du fait d'être, si tu veux, d'être quand il parle de lui-même, il dit le pauvre Charles, tu vois, c'est ce côté très chrétien de la personne privée, la personne publique. Or, le problème, si tu veux, c'est que il est vrai que à l'époque, la parole de la France incarnée par le chef de l'État s'est pris au sérieux. Donc, vous faites pas les marioles. Or, le problème, c'est pas une civilisation du ricanement, ce que ça va devenir avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Or, et encore, si tu veux, tu pouvais, tous les médias, et ça, on a le témoignage d'un grand gaulliste qui est Gérard Bardy, un grand historien du gaullisme, qui le dit lui-même. À l'ORTF, lui, il a commencé à l'ORTF, il était le seul gaulliste. C'est-à-dire que c'était déjà gauche à 90%. Les mecs pouvaient... Le problème, c'est que c'était ce que j'appellerais même pas la censure, c'est-à-dire l'épreuve à la française. C'est-à-dire tu avais le droit de dire ce que tu voulais, y compris de critiquer très durement et même atrocement les membres du gouvernement. Michel Debré était représenté toutes les semaines avec un entonnoir sur la tête. On le disait fou, alors qu'il était juste très travailleur et colérique. Parce que... Mais tu devais le faire dans des formes... C'est-à-dire que, tu vois, tu devais pas être vulgaire. Tu sais, la différence du grossier et du vulgaire, par exemple, chez Coluche. Et le problème, c'est qu'ils ne l'ont, si tu veux, c'est que ça, c'était sanctionné. Mais sinon, tu avais le droit de penser ce que tu voulais. Il y avait, tu vois, si tu veux, quand on dit aux gens que t'avais des droits qui aujourd'hui on est à discuter du manspreading, tu vois, alors que dans les années 60, si tu veux, tu dis à peu près ce que tu veux, tu as un accès, par exemple, à la défense citoyenne, entre autres aux armes, etc., qui est plus facile, etc. En réalité, tu es beaucoup plus libre sur certains aspects. Maintenant, on peut le droit de prendre des armes. Tu as moins de contrôle politique que tu as aujourd'hui. En tout cas, tu as moins de contrôle. Tu n'avais pas de politiquement correct à l'époque, ce qui fait quand même une grosse différence. Pompidou, c'est la revanche de la droite. C'est la revanche de la droite. C'est la revanche parce que De Gaulle, la revanche des sites, c'est le perpétuel compromis avec le peuple ouvrier. Et quand il a été le président de la République, je continuais à avoir du respect pour lui. Un respect que je ne peux pas porter à d'autres, mais que je lui porte à lui. Parce que c'était l'homme du 18 juin, et que c'était un homme d'un désintéressement absolu. Mais je regrettais que cet homme ne s'occupât jamais de ce qu'il appelait lui-même l'intendance, et qu'il a laissé des traitements en France totalement ridicules. Enfin, j'avais interrogé il y a 2 ans le facteur de l'endroit où j'habite pendant l'été, et quand ce type m'avait dit qu'il gagnait 430 francs par mois, comment voulez-vous qu'un homme qui était marié vive avec 430 francs par mois? Eh bien, c'était sous De Gaulle. De Gaulle ne s'intéressait absolument pas à la condition des Français. Il paraît que, on m'a dit, qu'une des raisons de sa chute, c'est qu'il avait l'intention de s'occuper de ça. Et que pour lui, ce mot qu'il avait lancé de participation n'était pas un mot vide de sens. Et c'est pour ça qu'il a été renversé par quelqu'un qui l'a remplacé, parce que ce quelqu'un était au service de la droite et des banques. Tandis que De Gaulle commençait... C'est ça, Pompidou. Bloc-notes de François Mauriac, 23 septembre 1966. Ce que le général n'a pas fait, et ce qu'il ne dépendait pas de lui de faire,
c'est d'obliger à lâcher prise ces mains, ces quelques mains, oui, ce petit nombre de mains, qui tiennent les commandes secrètes de l'État, qui assurent les immenses profits de quelques-uns et qui font de chacun de nous les têtes d'un troupeau exploitable, exploité. D'ailleurs, la droite... C'est intéressant parce que la droite aujourd'hui se revendique de La droite haïssait De Gaulle. La droite haïssait De Gaulle comme elle a haï l'Action française. La droite haït De Gaulle. La droite nous haït. Non, as-tu vu un discours des Républicains ces 30 dernières années sans une référence au général? Je veux juste sortir ma phrase, parce que j'y pense. Nul n'est censé se prévaloir de sa propre turpitude. J'y pensais tout à l'heure, bon, c'est complètement out of place, mais d'accord, ça c'est... Tu sors ça... Voilà. C'est pas ça, si tu veux. Anne Hidalgo a dit... Oh, Hidalgo. Oh là là. Si pour une raison. Le seul moyen d'enterrer une référence de ce calibre-là, quand tu es un homme quand tu es des hommes de ce calibre-là, le seul moyen de tuer Gulliver quand tu es une armée de nains, c'est de l'enterrer. Voilà. Tu vois, parce que sinon, le vis-à-vis qu'il te renvoie, enfin, si tu veux, tu te dis... Si tu es normalement constitué, tu vois, si tu vis pas entouré de photos de toi-même, si t'es pas Bruno Le Maire, tu vois, donc si t'es pas psychiatrique. Benjamin Griveaux aussi est entouré de photos, mais pas, c'est pas le même. Oui, mais c'est autre chose. Ah, il y a une partie de lui-même sur chacun des clichés, mais c'est pas, voilà, c'est pas pareil. Oui, mais ça ne manque pas de doigté. Donc le problème, c'est, tu vois, et Pompidou, c'est la revanche de la droite. On va essayer de dire à une partie de la droite dite radicale ou ancien post-collabo. Et c'est le Pompidou qui fait des grands discours sur les Français qui ne s'aimaient pas, etc. Pompidou, pour moi, c'est un prémat. C'est la revanche de la droite, c'est la revanche... Alors, d'une droite, d'un côté, parfois, je dirais pas populaire comme De Gaulle l'était. Ça se voit d'ailleurs. Tu vois, par exemple, si tu veux, les ouvriers quittent les grands rassemblements du RPF. Et d'ailleurs, on les remplace par quoi? Par des militants. Des militants, entre autres, du SAC. Parce que... Le SAC, qui est le service d'action civique. Parce que... En réalité, le petit peuple qui venait, c'est-à-dire le bas de la classe moyenne et la classe populaire qui venait dès que De Gaulle était quelque part, pour voir les rassemblements de province. C'était gigantesque. Pompidou, ils savent que c'est pas l'un des leurs. D'ailleurs, entre 40 et 45, ce qui est la question qui est au Conseil des ministres, importe, tu vois, parce que quand t'es en face de Malraux, quand t'es en face de Mesmer, quand t'es en face de ces mecs-là, Mesmer il a fait T'es pas en face de Marlène Schiappa Mesmer il a fait Birakem, il a fait la cathédrale de sable. Par contre, je tiens à dire une chose, quand on dit toujours Pompidou, et moi c'est moi qui ai démoli ce mythe-là dans un livre, je fais un coucou à l'équipe de la flicosphère, Tristan Mendès France et autres, c'est moi qui ai flingué le mythe de Pompidou-Rothschild, tout simplement parce que Pompidou, Rothschild il faisait pas de banque. Alors attends, c'est quoi le mythe Pompidou-Rothschild? C'est que ce serait le candidat. C'était le candidat de Rothschild, simplement parce que le parti communiste dans l'humanité, dès que Pompidou faisait un truc, tu vois, Pompidou c'est Mouché, on disait le directeur chez Rothschild c'est Mouché. Donc en réalité... mais sur le complotisme ça allait à l'époque. Alors le problème, si tu veux, c'est que à Rothschild il faisait pas de banque ou très peu, plus proche d'une sorte de direction personnelle. Deuxièmement, ce n'est pas du tout pour ça que De Gaulle l'utilise. Quand De Gaulle arrive à la Libération, il dit « Trouvez-moi un normalien pas trop bête, parce qu'à l'époque, c'est les mecs qui rédigent le mieux. » On lui met Pompidou, et Pompidou va servir de scribe, en partie au général, pour le gouvernement. Mais surtout, Pompidou, quand la fille du général, qui est vraiment qui est vraiment l'amour de sa vie, qui est sa petite Anne, va mourir à 20 ans, un soir de Noël, d'une pneumonie dans les bras de son père, elle a une trisomie interne. Et Pompidou va aider De Gaulle, qui n'est tout sauf un homme d'argent, alors qui mourra pas dans une indigence, mais qui mourra vraiment pas riche. Il faut dire, il avait refusé sa retraite de chef d'État, il avait refusé des tas de trucs. Pas comme les nôtres. Pour trouver de l'argent pour la fondation Anne de Gaulle, qui existe encore pour les jeunes filles handicapées. Et en réalité, c'est parce que De Gaulle cherche un homme qui sait avoir un budget équilibré. Et ben il prend Pompidou aussi parce que Pompidou, contrairement à Michel Debré, qui est le grand architecte du général, qui lui est beaucoup plus proche intellectuellement du général, Michel Debré était trop proche des milieux Algérie française. Donc Pompidou, c'est uniquement pour ça. Donc Pompidou, c'est la revanche de la droite. On peut lui en vouloir la loi Pleven, on peut lui en vouloir de tout le processus qui commence, d'ailleurs qui commence un peu avant en fait, qui commence à la fin encore spécialement ça que je pense. Ça aussi. Ce qu'on appelait le processus de 73, dont j'avais fait un livre il y a quelques années qui
qui n'a pas si mal vieilli, dans lequel il y a des choses à changer, mais qui n'a pas si mal vieilli. Mais il faut quand même se rendre compte que Pompidou, on est face à un homme qui est dans l'ombre de De Gaulle, qui sait qu'on l'oubliera. Et deuxièmement, il faut quand même qu'on se rende compte qu'on parle d'un homme qui est très malade. C'est là une leucémie particulièrement dure, qui est le syndrome de Westerstrom. J'espère ne pas l'écorcher. Dont d'ailleurs, quelqu'un qui est Valéry Giscard d'Estaing va profiter, parfois en essayant de l'humilier. Donc là, on va descendre encore. Là, par contre, on va descendre. Parce que là, là, il est plus bas, c'est pas la revanche de la droite. Là, c'est la revanche de l'esprit de Vichy. Encore une nuit de violence. Ah, c'est de la pub, j'ai zappé. J'ai trouvé le... Là, on arrive. Un truc sur Amazon. C'est dégueulasse. Ah, là, on va descendre d'un cran, ouais. Alors, on va descendre d'un cran. Donc Ah non, là, pour l'instant, la situation sociologique, c'est... la droite a pris sa revanche sur De Gaulle, qui était trop proche du milieu ouvrier. Elle règne, elle dirige la France derrière Pompidou. Et à ce moment-là, comeback pour la saison 3 des fabuleuses aventures de la 5e République. Valéry Giscard d'Estaing, là. En tout cas, l'esprit Je pensais Pompidou, après, je sais pas. Donc, Giscard, qui est censé être l'incarnation de la pensée jeune et de la modernité, en Valéry réalité, c'est Giscard le qui est notre retour. actuel président. Ouais, c'est le retour C'est du Macron. maréchal Moustache. Mais c'est Et très encore intéressant. C'est Alors, Macron. très intéressant parce que dans cette dérive autoritaire qu'on voit à Macron, peut-être on pourra faire un lien. Mais revois Giscard à l'époque. Giscard, premièrement, ne supporte pas, parce que si tu veux, il a des mœurs. Il dit, moi, je vais moderniser le fait présidentiel. Bah, allons-y. Alors, si tu veux, qui est Valéry Giscard d'Estaing? Premièrement, c'est un fils d'eux, déjà. C'est le fils de qui? C'est le fils d'Edmond Non, c'est Giscard un fils d'Estaing. d'apostrophe. Oui, c'est vrai, c'est un fils Le fils de... Alors, si tu veux, d'ailleurs, parce que tout simplement, et ça, je vais dire, là, je vais citer un homme qui était pour moi exceptionnel et qui a traité Valéry Giscard d'Estaing comme il doit être traité, qui était Thierry Le Luron. Thierry Le Luron faisait remarquer que, parce que l'achat de la particule, qui date d'Edmond Giscard d'Estaing, du père, c'est pour parce qu'en réalité, il s'est jamais appelé d'Estaing, il s'appelle Estaing. Ah, ils ont acheté le truc pour se mettre pour se mettre dans la lignée du l'amiral d'Estaing sous Louis XV. Et alors qu'en réalité, si tu veux, tout simplement, c'est un truc qui a été acheté. Et comme disait Thierry Le Luron, Giscard n'a aucun destin derrière lui, ni devant d'ailleurs. Ni devant. Et attends, c'est pas fini parce qu'il y en a une encore. Aujourd'hui, il y a Anne Roumanoff. Et comme disait Thierry Le Luron, vous savez qu'il descend de Louis XV par l'escalier de service. Et donc, en tout cas, c'est une vanne que j'adorais depuis que je suis gosse. J'en terminerai là pour ce qui est de la crise énergétique et je vous dirai, au nom de Vernon, que je compte apporter un certain enrichissement gagnant en présentant la semaine prochaine ma famille. Ma femme, Anémone, mes 2 filles Jacinthe et Valériane, ma sœur Marguerite, ma tante Rézéda, ma belle-mère Fleur de Cactus et mon oncle Bégoniatowski. Et alors, pourquoi je te dis que c'est Vichy, et ça, on rigolait à l'époque. Parce que moi, j'ai pas mis à part une expérience d'historien et de politologue, j'ai pas de légitimité particulière. C'est quoi Vichy à ce moment-là? C'est plus personne. Ah si, malheureusement. C'est qui? Toute une partie de la... Alors attention, on va décomposer le sujet. Déjà, moi je me mets dans les pas d'hommes qui pour moi sont des hommes exceptionnels, qui sont Alexandre Sanguinetti, qui est un très grand gaulliste corse, à la fois combattant de Bir Hakeim, où il va laisser une partie, pas de Bir Hakeim, il fait monter Cassino, et il y laisse une partie de la jambe. Il est également historien, il a écrit une histoire du soldat, qui fait toujours un peu autorité aujourd'hui, qui est un livre assez magique. Avec cette citation absolument incroyable. Dans J'ai mal à ma peau de gaulliste, le centrisme, c'est le vichisme du temps de paix. Voilà, exactement. Et tu sais, et donc c'est ça. Si vous voulez comprendre Giscard, vous avez 3 ouvrages d'époque à lire. Vous avez J'ai mal à ma peau de gaulliste d'Alexandre Sanguinetti, que d'ailleurs Perspective avec l'histoire du soldat de réédité. Deuxième chose, vous lisez Jean Edernalier, Lettre ouverte au Colin Froid. Le Colin Froid, c'est Giscard. Et vous lisez le grand Pierre Boutan, l'immense Pierre Boutan, précis de Foutriquet, en 3 parties. Giscard le menteur, Giscard le pourrisseur, Giscard le fossoyeur. Et vous avez le personnage. Ils ont pas fait de tome 4. Complet. C'est le truc que maintenant, il n'est même pas en rêve. Il fait référence quand il a fait un bouquin sur Macron, qui est Foutriquet. Foutriquet, dans l'histoire de France, c'est qui? C'est une figure noire, en tout cas pour moi, c'est Adolphe Thiers. Le massacreur de la Commune. La bourgeoisie autoritaire, eh bien c'est elle qui revient. C'est l'extrême centre qui pointe le bout de son nez. Le 28 mai 1871, après 7 jours de tuerie, environ 10 000 Parisiens Après, c'était des malades. Les mecs de la Commune, c'était fou, quoi. signe la fin de la Commune.
Tu vois, c'était des walks croisés à des... Les armées françaises défaites Et puis très violents, physiquement. La Troisième République était proclamée. Mais l'effondrement du Second Empire ne termine pas la guerre. À partir de septembre 1870, Paris est assiégé. L'hiver est très dur pour le peuple de Paris. C'est la famine. En janvier, l'armistice sonne comme une humiliation. C'est dans ce climat que naît le 18 mars la commune insurrectionnelle de Paris. Pendant 2 mois, les communards prennent possession de Paris et imposent une série de mesures démocratiques et sociales, provoquant l'effroi des classes dominantes. Les appels au massacre se multiplient pendant des semaines. Roland, directeur de la Banque de France, écrit « Devant nous, c'est la République rouge, jacobine et communiste. Ces gens-là ne connaissent qu'une seule défaite, celle de la force. » On peut lire dans un article du Figaro. Il reste à Monsieur Thiers une tâche importante, celle de purger Paris. Allons, honnêtes gens, un coup de main pour en finir avec la vermine démocratique et sociale. Nous devons traquer comme des bêtes fauves ceux qui se cachent. Le 21 mai 1871, les troupes d'Adolphe Thiers pénètrent dans Paris avec la complicité de l'armée prussienne. Les communards sont rapidement vaincus. Les combattants sont fusillés, les massacres arbitraires se multiplient dans toute la ville. Les survivants sont condamnés à mort, à la prison ou à la déportation. Ces massacres ont été soutenus par le camp monarchiste. Albert de Broglie écrit « La plèbe a été châtiée pour avoir refusé de reconnaître l'ascendant des classes supérieures. » Mais aussi par une partie des républicains modérés. Émile Zola écrit « Le bain de sang que le peuple de Paris vient de prendre était peut-être d'une horrible nécessité pour calmer certaines de ses fièvres. » La hantise d'une révolution sociale est un terreau qui permet aux élites politiques de se rapprocher. Adolphe Thiers constitue leur trait d'union. Sur les ruines de la commune, monarchistes et républicains modérés fondent la Troisième République. Le souvenir du massacre de la commune constitue une plaie béante qui hantera les classes populaires pour les décennies suivantes. C'est l'extrême centre qui revient. Pour eux, ceux qui voulaient collaborer avec l'Allemagne. Pierre, excuse-moi, juste un truc. La commune, ils étaient bien, enfin, bien violents, bien... Donc bon, fusil, je dis pas que c'est normal, bon. Et Adolphe Thiers. La rue Thiers avec Aix-en-Provence, il y a plein de rues qui s'appellent la rue Thiers, mais il n'y a jamais marqué Adolphe Thiers. Surtout que ça s'écrit pas comme Adolphe Hitler, c'est Adolphe Thiers, les gars. Tu vois, c'est comme ça. Il n'y a pas... Tu écris correctement, c'est bon. Et sinon, ouais, ils étaient hyper violents, quoi. Pour la Grande Europe. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, ça, Georges-Henri Soutou vient de faire un ouvrage définitif là-dessus. La querelle historiographique est close. L'idée qui coagule les pro-collabos en France, c'est l'idée européenne. Point. Eh bien, il ne faut pas oublier qu'Edmond Giscard d'Estaing, le père d'eux, autant son fils a un dossier de résistance qui est tout à fait défendable, il faut être honnête, qui n'est pas exceptionnel, mais qui est tout à fait défendable, autant le père est quand même l'un des hommes qui, et ça, Annie Lacroix-Rise a énormément travaillé là-dessus, il vend une partie de notre industrie à l'encan. Déjà à l'époque, c'est... D'accord. Et d'ailleurs, qui écrira après la guerre un ouvrage qui s'appelle Vers les États-Unis d'Europe, tu vois, et qui ira, ça je vous renvoie à l'ouvrage de Daniel Lacroix-Rise, qui est son dernier ouvrage en date, si mes souvenirs sont bons, sur la nation française. Edmond Giscard d'Estaing, il est de ceux qui va aller ramper auprès de l'ambassade américaine des 42-43 pour dire s'il Van tourne, ne m'oubliez pas. Donc, pendant ce temps-là, je fais des affaires avec Gunther, parce que Gunther est sympathique et européen. Hein, c'est ça qui compte. Donc, alors, notre Giscard. Et donc Giscard d'Ist, qui fait partie du club Jean Monnet, hein, c'est l'une des créatures de Jean Monnet, très jeune déjà. Jean Monnet, pour ceux qui ne connaissent pas, abonnez-vous à la chaîne de François Asselineau. Pensez printemps, les amis. Oui, si tu veux, et il est européiste en crever la gueule ouverte, il est mondialiste en crever la gueule ouverte, il est occidentaliste en crever la gueule ouverte. D'ailleurs, quand les Américains vont commencer par ce que Nixon est obligé de faire, parce que Nixon ne l'a pas fait en faisant sauter un bouchon de champagne. Il n'avait pas le choix techniquement de découpler le dollar. Or, ce qui fait que nous sommes entrés en étalon dollar et que l'Amérique allait vers l'impérialisme monétaire dont nous voyons les conséquences aujourd'hui. Intéressant. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or, du papier, quoi. Pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaines, ce fait entraîne
les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger. Car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. Giscard, à la conférence des Açores, se couche complètement, alors que le général de Gaulle l'avait envoyé remettre notre dernier chèque au FMI. Je rappelle que le FMI Ça me fait penser à Kadhafi. Des années 58 sous tutelle, et que de Gaulle envoie Giscard... C'est vrai, vous voulez faire ça, le concept de Dominique Strauss-Kahn, là? Oui, ils voulaient nous mettre sous tutelle, les enculés. Oui, bah, ils voulaient nous mettre sous tutelle, nous traiter, que je ne sais pas, comme une femme de ménage new-yorkaise. Donc, on avait dit non à l'âme gosse. Eh ben, rebelote. D'accord, ok. Comme les impériaux, c'est comme ça, Greg. C'est-à-dire, c'est... Je reviendrai. Je reviendrai te la mettre par derrière. Terminator de la politique. C'est rebelote. C'est pour ça, comme disait Brodel, une nation doit s'opposer à ceux qui la nient sans faiblir. Tu dis non, il te disait tout à l'heure. Voilà. Toujours. Or, le problème, c'est que Giscard, c'est très simple, c'est la porte ouverte à tous les ennemis de la France. Alors, particulièrement, il avait une relation qui était vraiment macronienne avec le chancelier allemand de son temps, oui, si tu veux, qui était limite au degré ultime de la malaisance, tu vois. On n'était pas à Macron à la fête de la musique quand même, mais c'était quand même malaisant, c'est-à-dire d'aller prendre ses ordres à Berlin perpétuellement, enfin à Bonn à l'époque. Ce que je retiens aussi de Valéry Giscard d'Estaing, c'était la franco-allemande poussée jusqu'à la construction d'une Europe monétaire. Valéry Giscard d'Estaing a toujours voulu que l'Europe puisse non pas être une contradiction par rapport à l'enjeu national, mais permettre d'être pour la France un cadre qui lui permette d'agir dans le monde. C'est d'ailleurs la perte d'un ami que déplore ce matin la chancelière allemande Angela Merkel, rappelant l'étroite amitié entre le président et l'ancien chancelier Helmut Schmidt, qui avait alors considérablement resserré le couple franco-allemand. Avec Valéry Giscard d'Estaing, la France perd un homme d'État, l'Allemagne un ami, et nous avons tous perdu un grand Européen. Enfin, il est mort, Je reste parce qu'il coûtait un bras à la fin. entretiens avec lui, et mes pensées vont à sa famille. Proche de l'Allemagne et de l'Europe, Valéry Giscard d'Estaing avait beaucoup œuvré pour l'Union européenne et pris la tête de la Convention pour l'Europe en 2001. Les dirigeants des institutions européennes ont salué la mémoire de l'ancien président, un grand Européen à qui la construction de l'Union européenne doit beaucoup. Évidemment, il liquide nos programmes avant-gardistes de technologie, entre autres le plan de calcul. 1962, la France a besoin d'un gros ordinateur pour mettre au point sa bombe H. Elle le commande aux États-Unis. 6, 5, 4, 3. Washington interdit la vente. Le général de Gaulle décide que la France fabriquera des gros ordinateurs. C'est la première bataille de l'informatique. En 10 ans, le parc d'ordinateurs français est passé de 3250 à 24 500. Il doublera dans les 4 années à venir. Mais il y a ordinateur et ordinateur. Depuis les montres telles cette machine qui organise la LCF jusqu'aux mini-ordinateurs. Sur les gros ordinateurs règne le géant IBM, entre Ça me fait penser à la Chine. du marché mondial. Face à cette forteresse américaine, la France livre depuis 15 ans une bataille convaincue. Au début des années 60, un constructeur français résiste vaillamment face à IBM, c'est la compagnie des machines Bull.
En 62, Bull connaît des difficultés. Le gouvernement s'en désintéresse. Et c'est l'américain General Electric qui reprend l'affaire. La France ne construit plus d'ordinateurs. Sous l'impulsion du général de Gaulle, donc, la France va lancer en 1964 son premier plan de calcul. L'informatique française est regroupée pour fonder la C2I. Nous voici chez un autre constructeur d'ordinateurs. Et oui, cet atelier, c'est la seule usine de fabrication de ce constructeur, une société d'une quinzaine de personnes dans la région parisienne. Il y a aujourd'hui des tout petits fabricants d'ordinateurs. Voilà l'ordinateur. Le terminal, c'est un appareil de télévision tout à fait ordinaire, comme le vôtre. Voici enfin le disque mémoire qui permet d'introduire les programmes dans la machine. Et comment est-il possible qu'une si petite société fabrique des vrais ordinateurs, tout comme ceux fabriqués par les grosses? Eh bien, pour le comprendre, il suffit de regarder à l'intérieur de cette machine. Vous voyez que finalement son architecture est très simple. Elle se compose d'une série de plaques, circuits, sur lesquels sont interconnectés ces circuits noirs. Et ces circuits intégrés maintenant sont tellement complexes, tellement efficaces, que la construction de l'ordinateur devient un mécano très intelligent, mais un mécano à la portée d'une petite entreprise. En réalité, la France a techniquement inventé une alternative, enfin, inventé le premier Internet. Mais non, tu me fais pas le coup du Minitel. Non, autre chose. Le Minitel a été joué par les télécoms contre le plan calcul. Ça en réalité, c'est un règlement au sein de la haute fonction publique. Wow. Et si vous voulez... On avait fait l'Internet dans les années 60 On était prêts en tout cas. Et je vais vous montrer à l'image. Ces conneries. Eh ben, c'est le plan calcul. Genre en 62, j'allais sur Google et tout. Mais non. C'est pas l'Internet tel que tu le connais, mais c'est la base qui va y servir. Et je vous conseille de lire les mémoires d'un des derniers du plan de calcul, Souveraineté technologique française, abandon et reconquête. Vous lisez la première partie. Ah, c'est de qui? De Maurice Allègre. Ah, j'ai lu Claude. Non. Enfin, j'ai lu Allègre. Et donc, vous lisez toute la première partie sur le plan calcul. À la fin des années 60. C'est à cette époque-là que l'armée américaine invente un réseau informatique qui s'appelle ARPANET et qui deviendra Internet. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à cette époque, des Français travaillent exactement sur le même projet. Et notamment lui, Louis Pouzin, cet informaticien, chercheur, polytechnicien, avec son équipe, mettent au point un réseau informatique baptisé Cyclade, comme les Y. La vraie innovation, c'est que le Cyclade est un réseau partagé, ouvert, qui fonctionne avec un système de transmission par paquet. Et ça, c'est révolutionnaire. Un peu fort. Alors à l'époque, les chercheurs français voyagent beaucoup dans le monde entier et ils deviennent, dans la communauté scientifique et informatique, de véritables stars. Vers la fin des années 70, deux Américains, Vinton Cerf et Robert Kahn, s'inspirent des travaux de Louis Pouzin pour mettre au point le système TCP/IP qui sera la base du fonctionnement d'Internet. Ce sont donc les travaux des Français qui ont permis aux Américains de créer Internet. Mais alors pourquoi on ne l'a pas fait nous-mêmes? Eh bien parce qu'en France, à ce moment-là, ça se passe différemment. D'autres choix technologiques et industriels vont être faits. Nous sommes alors en 1978 sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Les pouvoirs publics, sous la pression de la toute-puissante CGE, la Compagnie Générale d'Électricité, décident qu'il vaut mieux laisser tomber Cyclade. Pourquoi? Eh bien pour faire la place à un autre système baptisé Transpac, un réseau centralisé, maîtrisé de bout en bout. C'est le réseau Transpac qui permettra ensuite de créer le réseau Télétel qui a donné naissance au Minitel. Et ça a été flingué par deux hommes qui sont vraiment, là pour le coup, tu le mets direct, mais je vais en citer un autre, qu'on cite jamais, qui est l'un des grands fossoyeurs de la France, qui est Ambroise Roux, le patron du MEDEF de l'époque, qui cul et chemise avec Giscard d'ailleurs. Alors c'est drôle parce qu'il n'avait pas parié sur Giscard, donc il avait pas d'homme autour quand Giscard est élu, et après il va se le mettre dans la poche, parce qu'ils ont tous les deux, ils ont deux points communs, l'antigaullisme, et deuxièmement, le fait de vouloir devenir des succursales de l'industrie allemande, tous les deux. Or, n'oublie pas que face à la participation, le patronat français, face à la participation gaullienne, commence sa grande guerre,
C'est-à-dire que le patronat français a plus résisté à De Gaulle qu'il n'a résisté aux Allemands. Hein. Et le problème, c'est que d'ailleurs, Ambroise Rau signe un texte que vous pouvez trouver sur Internet, qui est un texte où il appelle le monde libre à débarrasser, à venir délivrer la France du tyran vieillissant, enfin un texte délirant, qui, dans mon école idéologique, est connu parce que le grand gaulliste social, qui est l'un des pères, qui est l'un des rédacteurs de la Constitution, mais l'un des pères de la participation, qui est René Capitan, qui est un grand homme, un des plus grands juristes français du XXe siècle, rendu par un écrit qui est assez célèbre de la doctrine, qui est un écrit qui s'appelle Actes de guerre. Et en réalité, le patronat français avait De Gaulle en horreur. D'ailleurs, et De Gaulle les avait en horreur. La première réunion, De Gaulle, patronat, après, quand De Gaulle arrive en France, donc pendant la période transitoire, le patronat est face à lui. De Gaulle lui dit « Je suis très heureux de vous voir, je vous ai tellement peu vu à Londres. » Ça te signe une ambiance. Giscard, c'est la revanche de ces mecs-là. C'est-à-dire, on va humilier, on va détruire les programmes avant-gardistes, on va devenir un bon petit soldat atlantiste et européen, et le problème, c'est que les conquêtes de l'ère giscardienne en réalité n'ont rien à voir avec Giscard. La grande conquête de l'ère giscardienne, c'est l'indépendance énergétique par le plan électronucléaire qui est porté par le gaulliste des gaullistes, qui est Pierre Messmer. Et en réalité, pourquoi ? Parce que à la Chambre, Giscard ne peut pas régner sans les gaullistes. Et sa volonté de détruire le pays se heurte à quoi ? À la majorité parlementaire. Et donc, en réalité, Giscard vit une opposition intérieure gaulliste et une opposition extérieure communiste. D'accord, oui, parce qu'il faudrait qu'on rappelle à chaque fois qui est en majorité, comment ça se passe. Mais là, on va essayer de l'accélérer. Et donc, il essaye de faire son deuxième mandat, ça va être l'élection de Mitterrand, où là, il aurait été en roue libre, c'est-à-dire que là, il aurait certainement fait toutes les saloperies que Macron s'apprête à faire. Le problème, c'est que là, c'est un complot gaulliste qui fait en partie élire François Mitterrand. Eh bien, nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. Dans quelques secondes, effectivement, 25 secondes, pardon. 25. Soyons à l'heure. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2I et Welbull, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%, Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. Où est-ce qu'on le classe ? S, A, B, C, D, notre ami... D, t'as pas au-dessous ? Donc c'est D. Alors non, D, c'est traître à la patrie, normalement, donc hop, au goulag. Ouais, goulag, ouais. Ah normalement, oui, je vais dire, d'ailleurs, objectivement, on aurait écouté Leclerc, son père est partenaire. Alors, pour être vraiment un D, il faut réussir à avoir... Je pense qu'il faut réussir à avoir fait chier le monde au-delà de la période où on a régné. C'est là où vraiment t'as les plus reculés. Est-ce que Giscard, il est là-dedans ? Giscard, c'est l'homme qui a mis dans l'élite française ce mythe abruti de la France. De toute façon, c'est un terrien sur 100, ça ne compte pas et ça peut crever. C'est lui qui crée ça. C'est-à-dire, tu n'as pas Macron tu n'as pas Sarkozy, tu n'as pas Macron sans Giscard. C'est leur père à tous. C'est leur père à tous. C'est le dieu des enculés. Voilà, c'est le dieu des enculés. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Donc, si tu veux, il est l'homme qui a dit que si la France disparaissait, qui a fait comprendre à l'élite française, si la France disparaît, c'est pas grave. Eh bien, si tu veux, ça, dans n'importe quel pays civilisé, ça se paye cash. Alors du coup, on arrive. D'ailleurs, je rappelle qu'il a été enterré sous un drapeau européen. Un drapeau français et un autre européen. Séparés de ces deux bannières qui ont symbolisé tout son engagement politique, que le cercueil de Valéry Giscard d'Estaing est entré dans l'église d'Auton ce samedi matin. D'accord. Et du coup, Mitterrand se dit, au moins il peut... qui ne veut rien dire, parce que ça veut rien dire. Ben, si tu veux, ça signe quand même un personnage, tu vois. Ça signe quand même un mec. Bah, au moins, il a été c'est-à-dire qu'il n'aura jamais été français de A à Z. Donc, tu as lui. Et au passage, juste, je me permets un petit esprit coubertin. Il n'aurait... Ceux qui ont fait le plus campagne pour lui, par exemple le SAC a refusé, enfin les gaullistes durs ont refusé, c'est l'extrême droite. Ce qui veut dire que l'homme qui, je le rappelle, a fait les lois sur l'immigration, qui a ouvert les grèves,
eh bien, c'est la droite radicale, post-Vichy, post-OS, etc., qui a collé ces affiches. Je rappelle. Et ça, si tu veux, intéressant. et ça, si tu veux, ils sont pas contents parce que ça, tu vois, c'est ce qu'ils essayent de faire oublier depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il leur a dit anti-gaullisme, Europe, et donc, évidemment, ils se sont mis à frétiller du bras, parce qu'il y en a qui frétillent à la queue, là, enfin, d'autres qui frétillent du bras. Il y en a qui frétillent les deux, Gérald Darmanin, si tu nous écoutes. Voilà, donc voilà, grosso modo, je tenais à le dire, parce que ça, ce n'est pas assez dit, c'est que les Nasbrock étaient très contents de l'avoir. Donc, on passe à Miteux. Miteux, il a combien, Miteux ? Mitterrand. Ou je te sens le mettre moite-moite. Moi, je vais le mettre moite-moite. Ouais, Je vais le mettre moite-moite, je vais dire pourquoi. Tu le mets moite-moite, tu le mets donc. Déjà, il n'y a pas de Je destin. le mets B et je vais dire pourquoi. C'est un homme de la petite bourgeoisie de droite de province qui réussit par une chutzpah extraordinaire à se faire passer pour un homme de gauche alors qu'il est gobineau. Ouais. Et c'est moi un peu. Comment ça me fait un point commun avec le monsieur, ça. Bien. Oui, ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. François Mitterrand est à l'aise à Vichy. Ses convictions d'avant-guerre lui font croire en la révolution nationale. En avril, alors que l'Allemagne nazie impose à la tête du gouvernement Pierre Laval, le jeune évadé ne s'en offusque pas. Pour lui, sauver la France, ou ce qu'il en reste, cela passe par le régime de Vichy et par une foi nouvelle. Si Laval permet de préserver ce qui peut l'être, pourquoi pas? A few moments later. Ce sont des sujets qui ont été traités, Monsieur le Président, par... Je n'aurais pas accepté, si j'avais su que vous étiez comme ça. Moi, je n'ai pas besoin de perdre mon temps sur des sujets pareils, alors qu'il s'agit simplement de polémiques fabriquées, inventées, à laquelle je n'ai rien à voir. J'ai des relations mondaines, j'ai des relations. Ces révélations. Je suis très étonné que vous engagez le débat sur ces choses. Si j'avais cru qu'on allait tomber dans ces bas-fonds, je n'aurais pas accepté l'interruption. Mais je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. Vous demandez justement si le fait de décorer M. Proto n'avait pas été... La conversation est terminée, monsieur. Si vous voulez bien, nous allons nous séparer. Je ne pensais pas qu'on allait tomber sur un tel degré de vilainie. Mais, Monsieur le Président, il ne s'agissait pas de ça. C'est terminé. Et un jour, c'est Mitterrand qui était le champion. Tu vois, par exemple, les jeux de mots du général sont toujours drôles et très humains, très plein de chaleur. C'est moins humain chez Mitterrand. Chez Mitterrand, c'est un sniper. C'est la phrase la plus méchante que quelqu'un peut te décocher parce que lui, c'est son plaisir. Vous ne voulez pas parler du passé, je le comprends bien, naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Tiens. Comme disait Roger Hanin, Et qui le était son noir qui beau-frère, passe comme ça, on se donne dans la tête. le dîner de con, c'était pas son jeu favori, mais ça lui gâtait pas l'appétit. Ouais. Et Miteux, si tu veux, c'était la méchanceté, la phrase la plus méchante. Tu vois, par exemple, on lui dit, alors, président Mitterrand, être élu avec le peuple de gauche, qu'est-ce que ça fait? Pour vous, c'est quoi être élu par le peuple de gauche? Il dit, 20 ans à boire des kirs. 20 ans à boire des kirs, cette phrase. Là, si vous voulez voir qui est François Mitterrand, je vous conseille un ouvrage qui est très beau par ailleurs, qui malheureusement n'a jamais été fini parce que son auteur devait faire un tome 2, il l'a pas fait, qui est de Paul-Marie Couteau, qui s'appelle De Gaulle philosophe, et vous voyez comment De Gaulle est mort et comment Mitterrand est mort. Mitterrand a tout mis en scène. Et dans les dernières heures de sa vie, il a dit non, il faut que je dise la vérité une fois. Donc il a viré les portraits de Jaurès, il a mis le portrait de Mario Bros, peu importe. Et il a viré les roses, il a mis des livres blancs. De cette histoire de qui? De Roland Dumas. Pourquoi? C'est-à-dire que Mitterrand, au moment de crever... Mais c'est public, c'est public, c'est public. Une photo du maréchal, et il a dit... En tout cas, et le pire, c'est que, et là pour le coup je vais te le dire, c'est Dumas qui le raconte. Mitterrand lui dit, va me chercher Bénouville, et Bénouville,
Guylain de Bénouville, qui était un grand résistant, mais qui était un homme de droite radical, c'est l'homme qui a fait entrer Mitterrand. La cagoule. La cagoule, officine gauchiste bien connue. Bon. Succès éditorial à la clé, la plupart des gens l'ayant connu ont écrit un livre sur lui, en bien ou en mal. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de Michel Sidbon, sorti aux éditions Aviso. Mitterrand, le cagoulard, de la collection Voyage aux sources de l'extrême droite française. Car en effet, à travers un tour d'horizon de toutes les relations et proches membres clés de ce groupe d'extrême droite qu'on surnommait la cagoule, la trajectoire fasciste et anticommuniste de Mitterrand qu'on connaît habituellement en social-démocrate y apparaît avec une clarté édifiante. Après une jeunesse bourgeoise, issue d'un milieu catholique de droite, François Mitterrand milite dès 1934 à Paris chez les Volontaires Nationaux, un mouvement de jeunesse sous l'égide des Croix de Feu, une association d'anciens combattants nationalistes d'extrême droite. Admirateur de Charles Maurras et de Napoléon, le jeune Mitterrand intègre rapidement la cagoule, un mouvement pro-nazi et antisémite français comptant à l'époque près d'1 million de sympathisants. Ce groupe d'activistes a opéré des assassinats politiques de personnalités de gauche ou des actions terroristes pour déstabiliser la République. Rappelons qu'au milieu des années 30, le fascisme est puissant dans la plupart des pays d'Europe, et si Mitterrand s'est illustré plus tard au Parti socialiste, qui était avant un parti de gauche, il fut bel et bien fasciste, monarchiste et nationaliste engagé. À moins de 30 ans, il est déjà haut fonctionnaire pour le gouvernement de Vichy, le régime de la collaboration avec l'Allemagne nazie, où il dirige le bureau des anciens combattants, la LFC, ce qui lui permet d'être, de fait, à la tête d'une sorte de police politique de surveillance des antinationaux, comme on appelait le plus souvent les communistes et résistants de l'époque. Avec le parrainage des deux cagoulards Gabriel Janté et Simon Arbello, François Mitterrand reçoit de la part de Pétain en 1943 la décoration de l'ordre de la Francisque. Ce poste lui a aussi permis d'obtenir une connaissance unique du paysage politique mouvementé de l'époque et des atouts précieux pour ce qui allait devenir rapidement le sport national, se faire passer pour un ancien résistant après la défaite des nazis. Donc, le problème, c'est que Mitterrand a réussi à empapaouter la gauche, mais d'une force. Mon Dieu. Le problème, c'est qu'il est entré. C'est pour ça que tu le mets B, c'est parce qu'il a niqué les gauchistes. Non, pas du tout. Non, parce que pour moi, l'un des actes les pires qu'il ait fait, c'est 83. Et quand tu sais que 83, il avait prévu de liquider le vrai socialisme français, qui était d'ailleurs gaulo-compatible sur bien des points, et qu'il avait prévu dès 81 de faire venir tous les salopards qui sont venus dans la lignée du tournant de 83, je pense au Père Levade et à tous ces gens qui sont vraiment la lie de la terre, et qu'ils ont détruit une partie des espoirs du peuple ouvrier. Pierre Mauroy se consacre à la construction de ce qu'il appelle le socle du changement. Les grandes réformes sont mises en chantier et adoptées plus ou moins facilement par les parlementaires, la décentralisation qui donne plus de pouvoir aux collectivités locales, les nationalisations qui concernent 39 banques et 5 groupes industriels. Parallèlement, le gouvernement augmente le SMIC, les allocations familiales, l'allocation vieillesse et institue un impôt sur les grandes fortunes. À ce moment-là, on a opéré une relance en France, une relance keynésienne, on peut dire, des mesures sociales, mais qui finalement profitent surtout aux partenaires économiques, à l'Allemagne, au Japon, aux États-Unis. La relance commerciale en France crée du déficit commercial. Ça produit une dévaluation de quasiment 10% à l'égard du mark en juin 82. Ça fait qu'on décide aussi un blocage des prix et des salaires. Donc là, de fait, le tandem Mauroy-Mitterrand a décidé de mettre en œuvre une politique de rigueur, une politique d'austérité. Et je le dis aux Français, je ne suis pas l'homme de la rigueur pour la rigueur. Ça n'aurait pas de sens. Je suis le chef d'un gouvernement où la politique de rigueur est au service de la justice et de la solidarité, où la politique de rigueur est une politique pour lutter contre les inégalités. Non. Ça c'est le négatif. Qu'est-ce qu'on met dans le positif, qu'est-ce qu'on met dans le négatif? Négatif. Le tournant sociétal. Alors, attention. Le pire de ce qui a été fait sous Mitterrand a été fait en période de cohabitation. Le problème, c'est que, si tu veux, la droite chiracienne d'abord, baladurienne ensuite, eh bien, elle fait des saloperies. C'est par exemple elle qui laisse faire la monstrueuse affaire du Rwanda, alors que Mitterrand avait tout compris sur la déstabilisation de l'Afrique des Grands Lacs, et pour pouvoir se débarrasser de la France, la bande à Balladur, qui va donner... qui va donner à la fin le jupéisme, et qui va donner un mec comme Édouard Philippe, quoi. C'est vraiment si tu veux, tu vois, la galerie tu tapes la galerie de l'évolution à l'envers. Donc tous ces gens-là
Tu vois, Mitterrand était totalement conscient de l'impérialisme américain sur les affaires de Balkans. En réalité, Mitterrand avait 2 qualités. Premièrement, il avait une culture classique des relations internationales. Et deuxièmement, tu vois, par exemple, quand il disait « Moi vivant, nul ne touchera au Liban », parce qu'il connaissait le rôle pivot du Liban. Le truc, c'est que Mitterrand, apparemment, il comprenait tout, il a tout vu venir et tout, sauf qu'il a rien fait. Mitterrand réagissait en homme d'État quand son honneur d'homme personnel était blessé. Donc il n'arrivait pas à être un homme d'État tout le temps. C'est à la fois sa qualité et sa limite, mais de temps en temps, quand des agents étrangers, entre autres, ont menacé les intérêts de la France, il a parfois bien tapé. À quel moment? Alors, il y a des affaires ténébreuses, hein, l'affaire Grossouvre, entre autres, il y a des affaires ténébreuses, mais il y a le fait que Mitterrand, par exemple, et qu'on a, entre autres, sous Mitterrand, on a réglé les affaires entre les affaires du Tchad et autres, il savait de temps en temps, au nom de la raison d'État, il savait maintenir les intérêts français. Alors, il a fait énormément de choses très discutables. Il a entre autres laissé la destruction de la culture et de l'enseignement à quelqu'un comme Jacques, qui a créé les commissaires à la création qui existent encore, hein, qui sont officiels. Enfin, il a fait beaucoup de choses au nom de la gauche caviar, mais néanmoins, Mitterrand, il était ce qu'il était. Mais d'ailleurs, quand... le tournant de la rigueur, le tournant de l'Europe, toi qui es anti-européen, 83... Oui, mais attention, ça, il le fait, il l'assume, il le paiera de son absence de postérité, d'ailleurs plus personne n'est mitterrandien à cause de ça, et il mérite notre colère pour ça, il ne mérite pas notre haine, parce que les hommes qui méritent notre haine, c'est les hommes qui, depuis le début, préparent ce tournant dans son ombre, c'est les hommes de Jacques Delors, c'est les hommes de la gauche chrétienne, c'est les hommes de la CFDT, c'est les hommes de la deuxième gauche. Dans les faits, on met en œuvre une politique de droite, mais Mitterrand prévient, je vais attendre que les municipales soient passées, et après les municipales, peut-être que je mettrai en œuvre une autre politique plus audacieuse et qui comporterait du protectionnisme, la sortie du système monétaire européen, des mesures sociales, la continuité finalement d'une expérience socialiste. Pendant des mois, entre cette proclamation de Mitterrand en juin 82 et les municipales en mars 1983, on va avoir un affrontement entre 2 visions de la gauche, 2 avenirs pour la gauche. Alors, ce sont des camps qui sont déterminés. D'un côté, on a Chevènement, on a la gauche du Parti Socialiste Jean Popren, on a aussi un patron, Jean Ripoux, patron de Schumberger, qui lui préconise de passer aux 35 heures, voire aux 32 heures, de moderniser socialement le pays. Et puis de l'autre côté, en face, on a les tenants de l'orthodoxie, avec en tête Jacques Delors, avec à ses côtés Michel Camdessus, avec Michel Rocard, avec à l'Élysée, auprès de François Mitterrand, Jacques Attali, lui aussi partisan de l'orthodoxie. Et pendant des mois, par journaux interposés, par livres parfois, il va y avoir une polémique entre ces 2 camps, par petites phrases, par déclaration, pour savoir qu'est-ce que Mitterrand va devoir décider au lendemain des municipales en mars 1983. Mitterrand sait qu'il doit faire un choix crucial, soit l'Europe, soit la justice sociale, soit s'intégrer pleinement et avancer dans cette Europe libérale, soit poursuivre l'expérience, sinon socialiste, du moins sociale, à l'échelle nationale. Je suis partagé entre 2 ambitions, celle de la construction de l'Europe et celle de la justice sociale. Le SME est nécessaire pour réussir la première, et limite ma liberté pour la seconde. C'est tout ce ramassis d'assassins qui lavent le sang d'ouvriers sur leurs mains à l'eau bénite, tu vois, et qui viennent qui sont des gauchistes de sacristie et qui sont vraiment la lie de la terre. Bien plus que Mitterrand ne le saura jamais. Et puis on peut même aller on peut même adoucir le bilan culturel de Jack Lang, la fête de la musique, c'est quand même une bonne idée. Comme disait Laurent Gérard, que des connards shootés à mort chantent avec des grappes pourries et qui frisent dans le dos, c'est une idée de moi. Alors concernant Mitterrand, moi j'ai envie de te dire aussi, Mitterrand c'est quand même celui qui nous envoie la première fois en Irak, et qui nous allie militairement sur les États-Unis dans une opération dans laquelle on n'a rien à gagner. Je vous ai adressé mes vœux le 30. Je ne vous ai pas caché la gravité de la situation créée par le refus obstiné de l'Irak d'évacuer le Koweït. Et qui nous envoie aussi, dans les magnifiques bras de l'OTAN quasiment avant Sarkozy.
Alors, c'est en partie... Ce que tu dis est en partie vrai. Ouais, Après, la deuxième guerre du Golfe, parce que là on parle de la deuxième guerre du Golfe. La première, c'est la guerre Iran-Irak. Oui. En fait, il y en a eu 3. Voilà. Il faut pas oublier que notre renseignement militaire s'est laissé complètement intoxiquer par la manipulation des images satellitaires américaines. Sur la 4e armée du monde, l'énorme armée de Saddam, alors qu'en fait, mon Dieu, c'était... Non, c'est une armée qui s'est battue, mais...